Aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'études qui montrent des liens entre aliments ultra-transformés et problèmes de santé. Une immense partie des produits qui envahissent les rayons des supermarchés ne sont plus conçus pour vous nourrir, mais pour susciter des envies irrésistibles. Et selon les propres termes de l'industrie, pour vous donner envie d'en consommer toujours plus. L'État devrait utiliser son rôle de régulateur pour faire en sorte qu'on puisse assurer l'intérêt général de santé publique. Quand on vous dit aliments ultra transformés, vous pensez sans doute aux plats pré-cuisinés, aux sodas ou aux burgers. Vous le savez déjà, ils nuisent à la santé. Mais les produits ultra transformés ne se réduisent pas à la malbouffe. Certains yogourts ou des pâtes à tarte entrent désormais dans cette catégorie. À tel point que selon des études, 70 à 80% des produits vendus dans nos supermarchés sont des aliments ultra transformés. Alors, comment les éviter ? Nous avons fait l'exercice avec 3 volontaires, très soucieux de leur alimentation. Nous les avons envoyés faire leurs courses dans divers supermarchés genevois, avec pour seule consigne d'acheter selon leurs habitudes. Voici Christine. Elle est retraitée, vit en couple et adore cuisiner. Je n'ai jamais acheté de produits transformés, de plats de lasagne, enfin de choses comme ça. Isabelle vit dans un foyer de 3 personnes. Elle est naturopathe. Généralement, je lis les étiquettes quand je fais mes courses. Je suis sensible à l'alimentation. Marc est étudiant. Chez lui, c'est plutôt sa mère qui cuisine. C'est quelque chose d'important pour vous, manger sainement ? Oui. Dans mon éducation, j'ai été élevé beaucoup comme ça, donc c'est ancré, on va dire. Pour analyser le contenu de leur cabas, nous avons convié une nutritionniste. Votre course, vous avez acheté pour la journée ? Angéline Châtelain enseigne à la Haute École de Santé de Genève. Elle est aussi membre de la Commission fédérale de la nutrition. Alors, tout ce qui est frais, ça c'est sûr que c'est pas ultra transformé. Donc dès qu'on n'a qu'un seul ingrédient, ça c'est facile. Hop. Elle classe ces aliments selon leur degré de transformation. Là, ils ont utilisé aussi de la présure, mais peut-être dans certains fromages, ils utilisent les 2. Celui-ci, c'est 3. Donc, on a du stabilisant, de l'épaississant, comme des carrageenan. Du coup, ça rentre dans la catégorie Nova 4. Vous êtes perdu ? On vous explique. L'échelle de classification alimentaire Nova, utilisée par les scientifiques, comprend 4 degrés de transformation. Dans la catégorie 1, les produits bruts non transformés comme les fruits et légumes frais, les céréales, la viande et le poisson frais. En 2, les produits qui permettent de cuisiner, de transformer et de conserver les aliments comme le sel, le sucre ou l'huile. En 3 viennent les produits transformés comme les conserves qui contiennent des légumes, du sel et de l'eau ou les fromages dans lesquels on met de la présure et du sel. Enfin, la catégorie 4 est celle des produits ultra transformés. Ils contiennent des ingrédients issus de processus industriels qu'on ne trouverait pas dans nos placards, comme des émulsifiants, des stabilisateurs, des arômes ou des conservateurs. En Suisse, le tiers des calories consommées chaque jour provient de ces aliments ultra transformés. Et là, un conservateur. La Suisse, elle fait un peu comme les pays francophones, on va dire comme la France, comme la Belgique. C'est vrai qu'on a aussi remarqué à l'intérieur de la Suisse, c'est plutôt la Suisse allemande en fait, qui consomme plus d'aliments ultra transformés que la Suisse italienne et la Suisse francophone. Alors, crème de moutarde, Sel de cuisine, épices, épaississant, farine de caroube, je pense, acide citrique et acide tartrique. L'acide tartrique, c'est le E334. Mais les E ayant mauvaise réputation, les industriels les indiquent désormais en toutes lettres. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des additifs. Je l'ai prise parce qu'elle venait de Genève, mais en fin de compte, il y a des ingrédients, je ne connais pas le nom. Je crois avoir une intelligence normale, je ne connais pas. Ça devrait être mieux expliqué, tout simplement. D'autant plus que ces marqueurs d'ultra-transformation se retrouvent de plus en plus dans les aliments du quotidien, les faisant passer de transformés à ultra-transformés. Ah, on a aussi du pain. Donc là, on a gluten, amidon de blé pré-gélatinisé, protéines lactiques, on ne va pas retrouver ça dans sa cuisine, lait entier en poudre. Je me suis dit, c'est du bio, c'est aux graines germées, je pensais que c'était sain. Mais c'est vrai que dès qu'on regarde tout ce qu'ils rajoutent dedans, on se dit, est-ce que c'est nécessaire de mettre tout ça dans du pain ? Ce pain n'a rien d'exceptionnel.
Tous ces spécimens, achetés chez les 4 principaux distributeurs, contiennent des additifs. Mais pourquoi les industriels mettent-ils de l'amidon prégélatinisé, du dextrose ou encore des émulsifiants dans du pain? Pour le savoir, il faut pouvoir entrer dans une boulangerie industrielle. Nous avons tapé à la porte de tous les grands distributeurs. Chez Lidl, c'est non. L'entreprise ne communique même pas les noms de ses fournisseurs. Pareil pour Aldi. Migros a refusé que l'on tourne chez Jova. C'est Coop, cette fois, qui a accepté notre demande de tournage. Direction Schaffisheim, en Argovie, pour visiter l'une des plus grandes boulangeries de Suisse. À Panofina, on transforme 40 000 tonnes de farine par année pour produire 24 heures sur 24 une centaine de sortes de pain, une soixantaine de petits pains et 15 différentes sortes de tresses. Celui qui fait tourner cette grosse machine, c'est lui, Daniel Istand. Là, c'est notre station de pétrissage. Vous voyez tous ces différents tuyaux? C'est par là que passe la farine et les autres ingrédients dont nous avons besoin en grande quantité. Ils sont pesés directement via un système de silos, puis dosés ici dans les différentes cuves de pétrissage. Il y a plusieurs sortes de farine, le sucre bien sûr, le sel, bref, tout ce dont nous avons besoin en très grande quantité. Et en petite quantité, on ajoute des additifs dans une grande partie des pains. Selon M. Istand, ils ont tous une bonne raison d'être utilisés. Nous utilisons toujours les matières premières nécessaires pour obtenir les caractéristiques spécifiques d'un pain. Et tous les pains sont différents. Nous utilisons notamment les ingrédients que vous avez mentionnés pour obtenir certaines propriétés, par exemple pour améliorer l'hydratation de la pâte ou pour stabiliser sa structure. C'est essentiel dans nos processus, car cela nous permet de garantir une qualité constante. Il y a aussi plusieurs de vos pains qui ne contiennent aucun additif. C'est donc possible de faire sans? Oui, bien sûr, il y a des pains fabriqués de manière très naturelle et d'autres qui sont également fabriqués de manière naturelle, mais selon un procédé légèrement différent. Pour produire 260 000 pains par jour, pas le temps de traîner. Panofina se doit d'être efficace à toutes les étapes de la fabrication. En général, pour l'ensemble du processus de fabrication, on compte environ 3 heures. Depuis le début du processus, donc à partir du mélange jusqu'à l'emballage du produit. 3 heures à peine pour produire des pains parfaitement standardisés avec une même qualité tout au long de l'année. Il n'y a pas de miracle, les additifs sont un vrai coup de pouce. Mais ne dites pas à M. Istand que ces pains sont ultra transformés. Le pain ne fait pas partie des aliments ultra transformés. Même s'il contient des additifs? Selon la classification, le pain frais tel que nous le vendons dans les rayons de Coop n'est pas un aliment ultra transformé. Selon la classification Nova, les additifs, ça va dans la catégorie 4. Je ne peux pas me prononcer sur cette classification. Je dis simplement que nous utilisons de bons ingrédients, que nous respectons scrupuleusement les processus et que nous obtenons ainsi des produits que l'on peut consommer sans crainte. Selon la classification de la Coop, ces pains ne sont pas ultra transformés, ils sont vendus sous l'appellation pain frais. Mais quand même, cette histoire d'additifs nous chicane. On aimerait en avoir le cœur net. On se rend donc à Fribourg, à la Haute École d'Ingénierie, pour rencontrer Véronique Breguet-Mercier, chimiste, enseignante et ancienne collaboratrice de l'industrie agroalimentaire. Alors ces pains, ultra transformés ou pas? Il y a plusieurs composants là-dedans qui sont des additifs clairs, qui ne sont pas des produits bruts, qui sont donc des marqueurs d'ultra transformation. Oui. Ça coûte moins cher de mettre des additifs? Ça permet d'aller plus vite et c'est bien connu, le temps c'est de l'argent. Et l'un des ingrédients magiques pour gagner du temps, c'est le sucre, sous toutes ses formes, y compris ultra transformé. Maltodextrine, glucose, dextrose. Ce sont des sucres justement qui sont rapidement assimilables par la levure, qui vont lui permettre de se réveiller plus vite. La chimiste a préparé 3 mélanges de fermentation avec différents sucres, plus ou moins raffinés. Les voici. Ici, de l'eau, de la farine, de la levure, aucun additif. Ici, c'est de l'eau, de la levure, de la farine et un petit peu d'extrait de malt. Et dans le dernier, elle a ajouté un sucre rapide industriel, du glucose.
Résultat, la fermentation s'est faite beaucoup plus vite, le ballon est plein de gaz carbonique. Le glucose peut être obtenu à partir de pommes de terre, de maïs ou de blé. Prenons un grain de blé. Il contient essentiellement de l'amidon et des protéines. L'amidon est une chaîne de molécules de sucre simple, le glucose. L'industrie utilise des enzymes pour casser cette chaîne de molécules et obtenir du glucose bien plus vite assimilé par la levure, comme par notre organisme, qui va ensuite le stocker. Dans le pain, rien de grave, le glucose est ajouté en quantité infime. Mais que se passe-t-il quand on mange au quotidien essentiellement des produits ultra-transformés ? C'est ce qu'a voulu savoir un chercheur français basé à Nice. Romain Barès a mené une étude d'intervention sur un échantillon de 48 personnes en comparant régime ultra-transformé et peu transformé. Ce que l'on voulait savoir, c'est est-ce que l'alimentation ultra-transformée ou l'alimentation issue de processus industriels complexes, en soi, était délétère pour la santé ou c'était la prise de calories supplémentaires qui était en jeu ? Romain Barès a comparé des groupes de volontaires pendant 3 semaines. L'un d'eux a été nourri avec un régime composé à 75% d'aliments ultra transformés, un autre d'un régime à 75% peu ou pas transformé. Mais attention, tous les participants consommaient chaque jour un nombre de calories équivalent. Résultat, en 3 semaines, la différence moyenne de poids entre les deux groupes était de 1,5 kg. Comment expliquer qu'avec le même niveau de calories, on constate une telle différence ? L'hypothèse que nous favorisons, c'est que les aliments ultra-transformés ont perdu la structure. Elles contiennent moins de fibres solubles et insolubles, elles sont plus dissociées, plus mous, elles s'ingèrent donc plus vite, se digèrent plus vite et la quantité d'énergie qu'elles contiennent arrive plus vite pour le stockage au lieu d'être utilisée tout au long de la journée. Certains acides gras saturés, des sucres particulièrement raffinés, une quantité de fibres diminuée participent à ces effets délétères. Donc là, les calories ne font pas tout dans le régime, c'est leur nature, leur qualité qui est en jeu. L'étude d'intervention à petite échelle menée par Romain Barès corrobore les résultats de plusieurs études épidémiologiques qui ont observé les habitudes alimentaires de centaines de milliers de personnes. L'ultratransformation a un impact sur la santé. L'une des plus grandes cohortes de volontaires, Nutrinet Santé, est étudiée à Paris, dans les laboratoires de l'INSERM. Sa directrice, Mathilde Touvier, dispose d'une incroyable richesse. Les données de 183 000 volontaires stockées dans cette biobanque. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont participé à un volet clinico-biologique et ils nous ont donné des échantillons de sel, d'urine ou de sang qui vont nous permettre de réaliser des études pour comprendre les mécanismes qui relient les aliments ultra-transformés, les additifs, à la santé. Les données de cette cohorte sont les plus précises au monde. On a notamment un niveau de détail qui nous permet de mesurer les apports en additifs dans cette population d'études et qui nous a permis de montrer des liens entre des nitrites, des émulsifiants, des édulcorants ou des colorants et un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension ou de diabète de type 2. La recherche s'est extraordinairement accélérée ces dernières années. Et aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'études qui montrent des liens entre aliments ultra-transformés et problèmes de santé. On peut en parallèle continuer la recherche, mais tous ces éléments-là sont déjà très importants et suffisants pour passer à l'action maintenant sur la diminution de l'exposition de la population aux aliments ultra-transformés. Décollage pour Londres. En ce mois de mars, l'Imperial College organise un forum sur l'alimentation ultra-transformée et les politiques publiques. Ce forum réunit les meilleurs chercheurs internationaux. On y retrouve Mathilde Touvier, directrice de Nutrinet Santé, et en direct de Sao Paulo, le professeur Carlos Monteiro, à l'origine de la classification Nova. Dans l'assistance, des professionnels de santé, des représentants de l'administration, des membres de la société civile et, paraît-il, des lobbyistes. Excusez-moi, je cherche des représentants de l'industrie. Est-ce que vous en avez croisé ? Non. Non, je ne connais personne qui travaille pour l'industrie. Nous avons repéré une représentante de l'Association britannique des boissons sucrées. Est-ce qu'elle va accepter de nous parler ? Non, raté. On a eu plus de chance avec cette nutritionniste qui travaille pour Coca-Cola. Elle a bien voulu nous dire pourquoi elle était là.
Nous voulons vraiment faire partie de la solution. Savoir, c'est pouvoir. Donc, mieux nous comprendrons ce qui se passe, mieux ce sera. Pas seulement dans le débat sur les aliments ultra transformés, mais aussi en identifiant les obstacles qui empêchent les gens d'intégrer des aliments plus sains dans leur alimentation. C'est vraiment important et ça nous aidera à contribuer à la solution. Pour Franco Sassi, professeur en politique et économie de la santé et organisateur de la conférence, l'industrie a un rôle à jouer, mais pas celui qu'elle convoite. Le secteur privé devra faire partie de la solution, mais ce n'est pas à lui d'en dessiner les contours. Il devra participer en mettant en œuvre la solution. Ce sont d'autres instances qui devront la concevoir, c'est-à-dire les gouvernements, bien sûr, qui doivent avoir le contrôle de leur politique alimentaire sans conflit d'intérêts. Ils peuvent écouter le secteur industriel, mais ce dernier ne peut pas être présent à la table des négociations lorsqu'on décide de la conception des politiques publiques. D'autant plus qu'à entendre les intervenants de cette conférence, les industriels ont un agenda bien éloigné de la protection de la santé. Il y a une super citation d'un PDG de Coca-Cola qui dit que leur objectif est de toujours placer leurs produits à portée de main du désir. Nous observons exactement les mêmes stratégies dans le secteur des aliments ultra transformés que dans celui de l'industrie du tabac. Et nous ne pouvons ignorer que le prix à payer pour avoir attendu est énorme. Ashley Gerhardt est chercheuse en psychologie à l'Université du Michigan, spécialiste des addictions. On constate que des éléments tels que les glucides et les graisses peuvent activer les centres de récompense du cerveau dans la même mesure que la nicotine. Mais lorsque les sucres, les graisses et les féculents sont délivrés à l'organisme sous une forme non transformée, par exemple en mangeant une banane ou une poignée de noix, on ne voit pas les gens perdre le contrôle de leur consommation. C'est vraiment quand on commence à transformer, à décomposer et à isoler ces ingrédients alimentaires gratifiants pour les délivrer sous une forme ultra transformée qu'on va voir les gens perdre le contrôle et présenter des signes d'addiction. Une immense partie des produits qui envahissent les rayons des supermarchés ne sont plus conçus pour vous nourrir, mais pour susciter des envies irrésistibles. Et selon les propres termes de l'industrie, pour vous donner envie d'en consommer toujours plus. Et c'est une véritable farce de voir ces élus chargés d'assurer la sécurité de la population se retrouver enlisés dans l'inertie. C'est vraiment dévastateur quand on pense au nombre de décès et de maladies qui surviennent chaque jour. Si les autorités tardent à mettre en place des réglementations, c'est qu'elles subissent l'influence des lobbies et adhèrent à la décrédibilisation de l'échelle Nova, selon plusieurs experts que nous avons interviewés. Beaucoup des critiques proviennent d'acteurs industriels qui n'ont pas très envie finalement que les politiques de santé publique avancent sur cette question d'ultra-transformation, étant donné que le portefeuille de leurs produits est majoritairement classé dans cette catégorie. Le fait de dire la classification Nova n'est pas parfaite ou on manque encore d'études pour mieux comprendre exactement comment agissent ces additifs ou ces contaminants, eh bien c'est une manière pour eux de délayer le calendrier et de faire en sorte qu'il ne se passe rien dans les 10 prochaines années. De fait, la controverse autour de cette classification est vive. En Suisse aussi, on doute de sa pertinence, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Certaines définitions sont controversées. Ainsi, on a porté à ma connaissance que le pain toast ou les céréales du petit déjeuner peuvent être considérés comme ultra transformés par certains, comme transformés par d'autres. Bref, il y a un manque de concertation dans les différentes définitions. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a donc mandaté une étude pour faire le point sur la catégorie de l'ultra-transformation. Les chercheurs ont analysé 500 produits alimentaires en Suisse et ont constaté que la catégorie ultra transformée recouvre une très large gamme de produits. Ça va du yaourt grec nature jusqu'au dessert sucré. L'étude a donc montré que trop de produits entrent dans cette catégorie ultra transformée, y compris des produits qui, en soi, ne peuvent pas être considérés comme problématiques.
Le problème pour le SAV, c'est donc l'échelle de classification Nova. Une position partagée par la Fédération des industries alimentaires suisses. Est-ce que le SAV qui dit oui, effectivement, cette classification n'est pas satisfaisante, ça ne vient pas renforcer le pouvoir de l'industrie? Oui, c'est ce qu'a montré cette étude, c'est justement que cette classification n'est pas adaptée. Si nous voulons formuler des recommandations fondées scientifiquement, alors cette classification doit être améliorée. Il n'est pas acceptable que nous utilisions un système de classification trop général qui ne distingue pas suffisamment les aliments les uns des autres. En attendant de se mettre d'accord sur la classification et sur les mesures à prendre, les victimes des maladies dites de société augmentent. Cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Une situation que déplore Karine Zurcher, chercheuse à Unisanté. C'est 1 Suisse sur 4 qui souffre au quotidien en termes de qualité de vie, mais en termes de coûts. C'est 65 milliards par année en Suisse liés aux maladies non transmissibles, à la charge de la communauté, de la collectivité, à la charge de vous, de moi, via nos primes, via ce qu'on paye pour la santé. Et puis, c'est là où l'État devrait utiliser son rôle de régulateur pour faire en sorte qu'on puisse assurer l'intérêt général de santé publique. Les mesures de santé publique les plus efficaces pour réduire de manière durable les maladies non transmissibles sont documentées, elles sont claires, ça veut dire taxe sur les boissons sucrées, ça veut dire restriction du marketing agroalimentaire dans l'espace public, dans l'espace digital, en particulier auprès des enfants et des jeunes, ça veut dire réglementer la composition des produits. C'est des mesures qui sont adoptées par d'autres pays à l'échelle mondiale. En Suisse, nous avons choisi une autre voie, celle des démarches volontaires. Nous avons déjà emprunté cette voie dans le secteur du sucre avec la déclaration de Milan. Et en collaboration avec l'industrie alimentaire, nous sommes en train de chercher une approche volontaire dans le domaine du marketing destiné aux enfants. Est-ce que ce chemin est satisfaisant ? Oui, nous espérons que le secteur acceptera la proposition que nous lui soumettrons.